Bienvenue sur Canal Réel, Nicolas. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre peut-être avec cette ville de Harare et avec les forgerons, puisque j'ai vu dans votre biographie que vous nous avez envoyé que vous avez aussi une formation en ferronnerie. D'ailleurs, Catherine l'a évoqué en présentation. Oui, donc en fait la ville de Harare, je l'ai découvert au cours d'un voyage la première fois que je suis parti en Éthiopie, il y a 8 ans maintenant. Et j'étais parti là-bas parce que j'avais fait une reprise d'études en anthropologie donc sur la thématique de la forge. Et donc, je me suis dit que c'était bien de faire un CAP de ferronnier pour connaître le métier de l'intérieur et savoir un peu comment ça se passe, quelles sont les sensations qu'on a à faire un travail manuel, un travail physique, et puis pour mieux comprendre en fait comment les forgerons travaillent dans le concret de l'atelier. Et donc, au cours de ce voyage, je me suis baladé un peu partout en Éthiopie et j'ai rencontré la ville de Harare à la fin de mon voyage qui durait 2 mois, je crois. Et donc, à ce moment-là, je me suis baladé la nuit, j'ai pas mal zoné très tard la nuit en fait pour aller rencontrer des travailleurs du fer en fait qui bossent jour et nuit. Et donc, le meilleur moment pour les rencontrer, c'était très tard le soir, quand il y a juste le feu de l'atelier qui éclaire les rues sombres. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré les personnages du film. Et donc, ils ont facilement accepté que vous les filmiez? Est-ce que c'est venu assez rapidement? Non, mais en fait, j'ai fait plusieurs séjours. En fait, j'y suis allé en 8 ans, j'y suis allé 6 fois, je crois, en Éthiopie. À chaque fois, c'était des voyages qui duraient à peu près 1 mois. Et donc, je passais du temps avec eux, quoi. En fait, tout simplement, j'ai montré patte blanche, je leur expliquais mon parcours, je leur expliquais que je voulais travailler avec eux, que je voulais travailler avec des gens de Harare, et particulièrement les forgerons de Harare. Et donc non, au début, ils étaient assez réticents, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un tout petit peu de tourisme à Harare, et les gens viennent prendre 2-3 photos, et puis ils s'en vont, quoi. Donc en fait, il a fallu que je leur explique bien ma démarche, que c'était un travail de fond qu'on allait faire ensemble, quoi. Voilà. Et donc, est-ce que pour vous, l'anthropologie visuelle, c'est quelque chose, c'est une notion qui a du sens? Est-ce que vous avez envisagé d'autres approches, peut-être plus directement ou classiquement anthropologiques? Ou est-ce que c'était d'emblée aussi cet aspect visuel aussi qui vous semblait être le moyen de pénétrer cette réalité? En fait, l'anthropologie visuelle, ça m'a beaucoup influencé pour ma culture cinématographique, avec Jean Rouge, Robert Gardner. Des gens comme ça, mais ensuite moi je m'en suis complètement détaché en fait, c'est-à-dire que je m'empêtrais dans des notions scientifiques le côté anthropologie plus que visuel, en fait je m'empêtrais dedans et j'avais besoin de casser ce cadre-là pour vraiment donner ma vision du travail des forgerons à Harare. Donc en fait moi je me suis émancipé de l'anthropologie visuelle, en tout cas d'un certain courant plus assez carré et universitaire, et pour pouvoir créer autre chose, quoi. Après, il y a aussi des tentatives plus contemporaines qui sont assez détachées du récit et desquelles peut-être vous rapprochez un peu plus. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a toutes ces scènes de transe de transe. Peut-être que je surinterprète en disant ça, mais en tout cas, les scènes de consommation de khat avec la musique qui renvoient beaucoup à cette tradition-là et ces héritiers contemporains. Et je me demandais aussi, du coup, comment c'était possible de filmer ça. Est-ce que c'était simple ou est-ce que, de toute façon... pareil, il a fallu beaucoup de temps pour approcher ces lieux. Oui, donc pareil, en fait, le tout, je crois que c'est de passer beaucoup de temps sur place et que les gens aient confiance en vous, en fait, quoi. Donc l'idée, c'était de vraiment beaucoup parler avant de filmer, quoi. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans les ateliers et aussi chez les personnes donc, qui consomment du khat. Et donc oui, vous avez parlé de la musique. En tout cas, oui, moi j'ai vraiment envisagé le film avec une musicalité très, très importante, c'est-à-dire que pour moi j'y ai vu un écho avec la musique rock en fait quand j'ai entendu les marteaux des forgerons sans cesse toute la nuit. Eux, ça les met dans un état de transe, et même les gens qui ne frappent pas le métal en fait, qui sont dans la pièce, au bout d'un moment d'avoir toutes ces percussions assez agressives avec la ferraille, le fer, quoi, forcément ça crée un rythme, ça crée une rythmique, et donc je l'ai vachement utilisé en fait pour travailler la dramaturgie et le scénario du film, quoi. Oui, effectivement, on sent complètement que le récit passe beaucoup par les sons. Et donc, comment vous avez travaillé plus précisément là-dessus, sur le montage? Enfin, j'imagine que
ça a été avec aussi peut-être quelqu'un, un monteur son Ouais, donc en fait, effectivement, il y a eu une équipe de furieux qui m'a accompagné sur ce projet. Donc moi, j'ai beaucoup écrit en amont, pendant les repérages, après les repérages. J'ai fait une première session de tournage tout seul, parce que j'avais besoin en fait de me frotter à tout ça seul. Donc j'ai commencé à faire des plans. Il y en a certains qui sont dans le film et d'autres qu'on a évacués. Et donc ensuite, on a fait une deuxième session de tournage avec un chef opérateur, Mehdi Baouzi. Et ensuite, au montage, pardon, le film a vraiment évolué en fait, parce que donc avec Camille Mouton, qui est le monteur du film, on s'est beaucoup questionné. Enfin, c'est un film qui est écrit à 4 mains en fait. Moi, je suis à l'origine du projet, mais derrière, il y a une équipe incroyable, et donc Camille Mouton qui a aussi porté le film pour le magnifier, quoi. Est-ce que vous aviez aussi... Est-ce que vous étiez parti sur des entretiens ou plus de paroles à l'origine? Est-ce que c'est le choix d'avoir un film qui est quasiment sans parole est venu très tôt ou plus tard? En fait, j'ai réfléchi à une notion de perte de repère totale. Donc ça passait aussi... Moi, je parle pas amharique, je parle pas harari. Donc en Éthiopie, il y a, je sais pas, il y a 80 langues ou dialectes. Moi, je les baragouine à peine pour être poli. Donc en fait, ça me paraissait compliqué de passer par la parole. Et puis aussi, c'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Moi, ce que je voulais, c'était donner des sensations aux spectateurs à travers les corps au travail, en fait, la transformation des corps au travail, et donc cette musicalité aussi des sons. Et évidemment, il y a Arthur Mauget, le monteur son, qui a fait un travail aussi incroyable derrière pour garder l'esprit brut qu'on voulait un petit peu donner au film, mais qui l'a évidemment amélioré pour que ça sonne encore mieux, quoi. Et la présence, alors soit réelle, soit, enfin, à la fois réelle et fantasmée des hyènes, est-ce que c'est quelque chose qui est palpable? Enfin, est-ce qu'il en est beaucoup question? Est-ce que vraiment ça arrive de temps en temps et on en parle de temps en temps, mais c'est plutôt quelque chose que vous avez mis en exergue pour le film? Alors la présence des hyènes dans la ville, elle est présente en permanence, c'est-à-dire que les hyènes là-bas, elles ont une sorte de pacte tacite entre les hommes et les animaux de non-agression. Donc il y a des hyènes qui rôdent un peu partout à la nuit tombée et qui rentrent dans la vieille ville pour manger les ordures. En fait, elles jouent un peu le rôle des boueurs de la ville. Et donc en fait, non, elles sont très présentes. Après, moi je les ai mis en exergue aussi pour créer de la tension dramatique. Mais elles sont là. D'accord. Et ça fait peur quand même. Oui, effectivement. Et donc le choix de tourner de nuit surtout, on le comprend assez bien. Mais ce qui est étonnant, c'est que la première scène du film soit par contre une scène de jour. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix-là? En fait, tout au long du travail pour créer ce film, en fait, on s'est beaucoup questionné sur est-ce qu'il y a des scènes. On a beaucoup tourné le jour aussi, en fait, mais en fait, il y avait une dramaturgie de la nuit, une ambiance beaucoup plus fantomatique et qui me parlait beaucoup plus de tension la nuit. Et donc j'ai fait le choix à un moment de dire tout se passe la nuit, et pour aller au bout de ma démarche artistique, parce que je pense que c'est ce que j'avais dans le ventre depuis le début, un film nocturne, quoi. Et on a voulu mettre un premier plan de jour qui paraît anodin, mais je pense qu'avec la suite du film peut aussi révéler beaucoup de choses et créer de l'imaginaire pour le spectateur. Donc voilà, on a choisi de mettre un premier plan de jour et bam, derrière on bascule dans la nuit et on n'en sort pas, quoi. Alors il y a aussi une chose qui dénote dans le film, c'est le texte qu'on entend un moment. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'écriture de ce texte? Il me semble que c'est vous qui l'avez écrit, après le générique. Oui. Voilà, le choix de l'inclure, du choix du moment où vous l'incluez. Alors ce texte, cette voix off donc, qui est dit par Magali Bona, qui est une comédienne, c'est pareil, je l'ai beaucoup questionné. Et en fait, l'idée, c'était de donner des... En fait, le film, à la base, je l'ai écrit par rapport à une légende qu'on m'a racontée sur place, qui est la légende de forgerons qui se transforment en hyènes, en fait. En fait, je crois que tout part de là. Et donc, on dit que les forgerons se transforment à la nuit tombée en hyènes pour aller commettre des exactions, manger des enfants, déterrer des cadavres, tout ça, quoi. Et donc, moi, je me suis emparé de cette légende et je l'ai réadaptée, en fait, comme bon me semblait. Et moi, j'ai perdu le fil de mon propos. Et oui, donc par rapport à la voix off, en fait, je voulais pas donner trop d'éléments parce que je voulais pas faire un film où on donnait trop d'éléments aux spectateurs sur cette légende qui est en fait sous-jacente. Et donc j'ai écrit ce texte sur place, en rentrant, je l'ai retravaillé, il était 3 fois plus long à la base, et puis
Camille Mouton a eu la bonne idée de me le faire couper à certains endroits. Et en fait, ce texte, pour moi, c'est un peu comme si une métahyène, en fait, la mère de toutes les hyènes, en fait, était dans sa tanière et surplombait son petit monde pour nous raconter des choses, nous raconter des éléments de ce monde nocturne, fantomatique. Et je l'ai travaillé en fait comme si c'était un peu un tremplin pour passer le miroir de la réalité et pour vraiment basculer à un moment dans le monde fantomatique de Harare, comme s'il y avait des strates en fait de réalité qui se superposaient sans s'annuler. Et voilà, ce texte il a été pensé comme ça. Alors il divise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sentent complètement sortis du film à cause de ça, et d'autres gens qui voient une sorte de bouffée d'air, en fait, une sorte de respiration, et bam, on replonge. Voilà. Mais je pense qu'il est nécessaire pour vraiment accéder à la dernière partie du film. C'est comme une rampe de lancement, quoi, où tout bascule, une perte de sens totale, quoi. Oui, effectivement, c'est un choix qui est remarquable parce que c'est pas évident comme ça d'avoir ce point de vue qui arrive tout d'un coup, mais je trouve que ça fonctionne aussi. Et d'ailleurs, il est question aussi du fait que les forgerons sont un peu des déclassés, qui sont un peu au banc de la société. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus parce que... En fait, en Éthiopie, les forgerons sont très pauvres. Ils sont vraiment tout en bas de l'échelle sociale et ils font un boulot très dur, très mal payé, dans des conditions sanitaires très très difficiles. Enfin, ils meurent jeunes, quoi. Et voilà. Après, moi, je voulais pas faire un film social frontal. Je pense que la condition des forgerons, elle passe à travers ce qu'on voit de leur travail, de leur manière de bosser. Mais après, moi, ça me tient à cœur de témoigner de la condition de la classe ouvrière. Moi, je viens d'une famille de mineurs de fond de Saint-Étienne et d'immigrés ouvriers. Donc, en fait, la situation et les questionnements de la classe ouvrière m'importent énormément. Donc, en fait, c'est pas frontal dans le film, mais évidemment, le film est traversé par ces questions-là, quoi. Et pour tout ce qui est visuel, pour revenir là-dessus, comment est-ce que vous avez travaillé sur place? Est-ce qu'il y a eu aussi des choix esthétiques qui ont dû être faits petit à petit au tournage, ou est-ce que ça a été plutôt ensuite en post-production que vous avez défini l'atmosphère finale du film? Non, donc ça a été beaucoup travaillé avant. Enfin, moi, j'ai encore une fois, beaucoup écrit pour avoir un cadre solide quand je suis là-bas, en fait. Et ensuite, voilà, faire exploser ce cadre au tournage avec les aléas du réel, avec les aléas de la situation sur place, les rencontres, comment ça se passe, quoi. Et après, oui, on a rebossé ça ensuite un peu au montage, mais je crois que l'idée était là avant le montage, quoi. Parce qu'il y a aussi ces couleurs qui sont assez frappantes du marché nocturne. Bon, j'imagine que de toute façon, ça saute aux yeux quand on y est, ou alors peut-être pas d'ailleurs, peut-être que... Moi, ça m'a sauté aux yeux. Après, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait je me suis beaucoup questionné de comment le retranscrire à l'image. Et puis, j'ai quand même fait le choix d'un film très très sombre. Et même si donc l'étalonneur, c'est Olivier Dassonville qui a fait l'étalonnage, donc on a discuté avec lui ensuite en post-production et il a compris ce qu'on voulait faire, et du coup, encore une fois, il a pu magnifier les images. Mais oui, on a cherché à faire quelque chose de très sombre et prendre ce risque-là, en fait, de bousculer un peu le spectateur avec des images un peu, voilà, parfois pas forcément très... Enfin, si, lisible, mais je veux dire, voilà, toujours dans une pénombre et avec une tension de qu'est-ce qu'il y a au second plan, en fait. L'idée, c'était un peu ça, genre, on sait pas, quoi. Est-ce qu'au second plan, une hyène va apparaître? Qu'est-ce qui va se passer, quoi? On est au fin fond de la nuit, donc c'est ça la question, je crois. Et le choix de terminer donc, sur une chanson rock, donc pas locale, c'était justement une façon de faire le lien avec l'héritage, votre propre héritage dont vous parlez, et la vie de ces gens? Oui, donc le générique de fin a été fait par un groupe qui s'appelle Les Fondras. Et d'ailleurs, ils vont bientôt sortir un album, donc je fais un peu de promo. En fait, je les ai contactés parce que j'aime beaucoup leur musique, et je m'étais dit à la base que ça serait bien d'avoir tout un fond sonore pour le film. Donc on avait un peu réfléchi à des bruitages ou même à des morceaux carrément dans le film, et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte il a fallu que j'accepte le fait que ça passait pas, en fait. C'était pas ce que je voulais faire, donc du coup j'ai quand même gardé au générique une énergie rock qui fait partie de mes influences, quoi. Bon, merci beaucoup, Nicolas. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Juste dire, en fait, que j'envoie un message de solidarité aux différents peuples éthiopiens qui traversent des temps violents et obscurs actuellement, donc j'ai une pensée pour eux. Et évidemment, une pensée à tout le monde de la culture et au-delà, notamment
les occupants du FIL à Saint-Étienne, la CIP 42 et la CGT Précaire 42, et également les élèves de la Comédie de Saint-Étienne qui occupent leur lieu et qui pensent à des moyens d'action pour le monde futur, pour plus de justice sociale. Merci à eux et merci à vous. Merci à vous.